La chronique facile est le nom d'une émission YouTube présentée par Mad Dog. Dérivée de son blog La chronique facile du mercredi, celle-ci explique la culture web par le prisme des mèmes internet. Le premier numéro de la chronique facile en vidéo date du 14 mai 2014 et parlait de Forever Alone. Des maths, c'est la minute même. La minute même est une émission YouTube présentée par Mad Dog, se voulant comme une version plus rapide de la chronique facile avant de devenir une émission de durée équivalente. Celle-ci explique les origines d'un mème. Le premier numéro de la minute même date du 6 avril 2017 et portait sur About No Bear. Et c'est le 50e épisode de la chronique facile. Non mais attends, si on est à 50 épisodes de la chronique facile et à 50 épisodes de la minute même, c'est la centième. Démat est un mot breton formé de deux locutions, days qui signifie jour et de mat qui signifie bon. Les deux combinés ensemble formant une version bretonne du terme bonjour. Voilà, depuis des années, les gens se demandaient pourquoi à chaque début de mes minutes même, je parlais de mathématiques ou de dématérialisation, alors qu'en fait, j'étais tout simplement en train de les saluer. Voilà. C'est une chose que j'aurais pas mal fait au cours de ces dernières années. Des maths, c'est la minute même. Des maths, c'est la minute même. Des maths, c'est la minute même. Des maths, 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 c'est la minute même. Mais voilà, c'est fini parce que ceci est sans doute la dernière minute même. Et celle-ci sera consacrée à cette épineuse question. Faut-il parler des mèmes internet sur YouTube? On va pas mal parler de ma chaîne, mais pas que. Mais bon, revenons d'abord aux fondamentaux. Le mot mème a-t-il encore un sens? Alors oui, j'ai donné plusieurs fois la définition de mème dans mes vidéos. Il s'agit d'un élément culturel qui est répliqué et transmis en passant d'un individu à un autre, et qui mute plus ou moins lors de cette transmission à la manière d'un gène ou d'un virus. C'est aussi pour cela qu'on lui donne le nom de marketing viral. Après tout, l'idée est venue d'un généticien. Et oui, Richard Dawkins. Bon, on va commencer par le premier aveu. Depuis le temps, je vous ai parlé de nombreuses fois de Richard Dawkins, mais en fait, plus ça va, moins je peux encadrer ce type. Attention, il arrive que des gens confondent Richard Dawkins et Stephen Hawking. Il s'agit de deux personnes diamétralement différentes. Il arrive aussi que des gens confondent Richard Dawkins et une croque en forme de Kermit la grenouille. Mais là, ce sont des cas à part. Au départ, j'aimais bien Richard Dawkins. Le gars est un ami de Douglas Adams, il est marié à l'une des meilleures actrices de Doctor Who, et sa théorie sur le gène qui serait déterminant dans l'évolution est assez intéressante, sans parler de l'approche de la culture via les mèmes, qui est suffisamment fournie pour m'avoir donné envie de faire des tas de vidéos sur le sujet. Et il y a Richard Dawkins l'athée, et lui... Dawkins est un militant de l'athéisme. Par exemple, en octobre 2006, il publie le livre Pour en finir avec Dieu, dans lequel il explique que pour lui, la religion est un phénomène aberrant, source d'une grande partie de la bêtise et de la violence dans le monde. Il se met à sillonner l'Angleterre avec un bus athéiste en 2008 et multiplie les coups d'éclat divers, comme l'annonce d'un procès qu'il voudrait intenter au pape Benoît XVI pour crime contre l'humanité. Et là, j'ai un peu envie de dire, c'est un petit peu tard maintenant. Alors, qu'on s'entende bien. Le problème, ça n'est pas qu'il ne croit pas en Dieu. Je veux dire, des athées, il y en a beaucoup et j'en fais partie. Non, c'est qu'il est extrêmement virulent envers les gens qui auraient le malheur d'avoir une religion. Il les qualifie de souffrants de la foi, comme si c'était une maladie, voire d'ennemis de la science. Alors que, il y a des scientifiques qui croient en Dieu. Ça existe. Et si j'ai pas parlé de toutes les polémiques stériles dans lesquelles il s'est engouffré depuis 5 ou 6 ans, c'est parce qu'à chaque fois que j'entends parler de lui, c'est pour des propos hors sol, voire même très intolérants. C'en est rendu au point que l'an dernier, l'American Humanist Association, qui lui avait remis le prix de l'humaniste de l'année en 1996, a décidé de lui retirer ce prix et de le rayer de la liste des gens ayant eu cette distinction. Et là, j'adorerais dissocier les deux. Vous dire, oui, il est polémique, mais ses idées sont chouettes. Une sorte de version du « il faut séparer l'œuvre de l'artiste ».
Sauf qu'en fait, les deux sont liés. Dès la création du terme de mème, on est dedans. En effet, l'idée de Dawkins, c'est qu'il y a des mèmes qui ont été pertinents à une époque, mais qui sont sans grand intérêt maintenant. Et la religion, pour lui, en est le parfait exemple. Dieu est une idée qui était en vogue durant le Moyen-Âge et a poussé les hommes à se perfectionner, mais maintenant qu'on comprend mieux le monde, on n'en a plus besoin. C'est donc un mème mort. Du coup, quand on vient me dire que tel ou tel truc est trop connu pour être un mème internet, je me marre. Dieu étant un mème pour le créateur du terme. Avec le temps, je me suis demandé si citer Dawkins, c'était si pertinent que ça. Parce qu'il y a quand même une grosse différence entre les mèmes tels que pensés par Dawkins et les mèmes internet. L'utilisation du mot a commencé comme une blague. Des journalistes de Wired se sont rendus compte que des termes, des histoires drôles, des références, des smileys ou des concepts revenaient sur le net et ont commencé à les qualifier de mèmes internet. Au final, le mot a tellement évolué que l'ironie, c'est qu'on trouve des mèmes propageant des idées religieuses. Mais en vrai, on aurait pu appeler ça des slogans, des gimmicks, des récurrences, des blagues, enfin, que sais-je. On a même appelé ça à une époque du buzz. Et d'ailleurs, on n'est pas à l'abri qu'avec le temps, les générations futures décrètent que mème est un terme totalement ringard et utilisent un nouveau mot pour désigner la façon de communiquer du futur. À vrai dire, j'ai fini par avoir ma propre définition des mèmes internet, et celle-ci s'est faite en creux. C'est tout ce qui a fait l'objet d'une réutilisation massive par les internautes et qui par extension a trait à la culture du web. En fait, si j'en viens sur ce point-là, ça n'est pas pour vous dire que je vais arrêter d'utiliser le mot mème. Non, il est très pratique, voire trop pratique, et c'est plus pour une autocritique parce que j'ai été hyper large sur le thème mème internet, au point que ça en est devenu une justification pour faire des vidéos sur des sujets qui m'intéressaient. Ça s'est vu par exemple au printemps dernier, j'avais grave envie de faire une vidéo sur les animés, j'en regardais beaucoup, je passais beaucoup de temps sur les Reddit dédiés, et j'ai utilisé le prétexte des groupes de mèmes pour en parler. Mais après tout, n'est-ce pas vous mentir, puisque quel que soit le domaine qui m'intéresse, il y aura forcément 2 ou 3 glandus pour en créer des mèmes. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux parler de tout quoi. Une solution, ça serait de n'en rester qu'aux mèmes qui viennent de sortir, et de ne parler que d'eux. Sauf que faire des vidéos sur l'actualité des mèmes, c'est chiant. Être au taquet sur l'actualité et sortir une vidéo pile au bon moment est compliqué. Au début, je faisais des vidéos assez courtes, mais elles étaient assez pauvres en contenu. J'avais l'impression, au fond, de dire la même chose, et même là, il arrivait souvent que le temps que je sorte la vidéo, le mème soit passé de mode, ou qu'on vienne me dire dans les commentaires que j'avais pas parlé de tel ou tel truc arrivé durant le montage ou l'écriture de la vidéo. Parfois aussi, il arrive qu'un mème cartonne au moment où on n'est pas disponible pour faire une vidéo. C'est ce qui est arrivé avec le phénomène Bowsette qui a explosé au moment où j'étais en pleine création de courts-métrages sur Paris. À ce niveau-là, autant en faire un short. C'est d'ailleurs ce que j'ai tenté de faire et ça n'a pas l'air d'avoir trop plu à mes abonnés. C'est vrai que ça ne fonctionne pas super bien. Au mieux, ça fait autant d'audience qu'une vidéo normale, au pire, ça divise l'audience par 5 et les gens se barrent. Mais bon, cet écart reste moins pire que sur TikTok, où une vidéo courte peut très bien atteindre les 100 000 vues d'un coup, et une autre n'en faire qu'à peine 200. Bref, quand ça marche, et quand ça bide, ça bide. Et autant certains sont prêts à se lancer dans la mêlée en faisant une vidéo par jour, histoire de tomber par hasard sur la vidéo qui va marcher, autant c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire. Cela fait un petit moment que j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire prendre un mème et en parler de façon de plus en plus travaillée, abordant des angles qui m'intéressent, et d'ailleurs très souvent, il n'est pas rare qu'une vidéo raconte l'origine de plusieurs mèmes à la fois. Mais prendre son temps, ça a aussi ses inconvénients. Mais je crois qu'un cas d'école, c'est la dernière minute même. Cela fait des années que je planifie la vidéo que vous êtes en train de regarder, alternant des minutes mèmes et des chroniques faciles pour arriver à ce point précis où l'addition des deux fera 100. Initialement, la minute mème 49 devait porter sur les mèmes autour des intelligences artificielles, mais plus ça allait, plus le sujet devenait complexe et ça m'aurait pris des mois à traiter. Je me suis alors rabattu mi-novembre sur le Listenburg, sujet d'autant plus intéressant qu'il était tombé en plein week-end de convention, m'empêchant d'en faire un short. Je me suis dit que si on parlait des pays de fiction, de la création collective, il y avait moyen d'en faire quelque chose. Mais bon, plus je planchais dessus, plus je lisais des remarques sur internet sur « Ah mais ce mème, il est nul et il a saoulé tout le monde,
ça, c'est pourri. Alors que je finissais le script, je tombe sur Kugo. Il est chaud pour que je l'interviewe et je me dis que ça pourrait être une chouette idée. On se cale une date, je l'interviewe, on se marre bien, mais à partir de ce moment-là, ça demande de rechanger mon script. Il y a un certain nombre de plans et de rajouter des choses au montage afin de caser son interview à l'intérieur. Du coup, de fin novembre, la vidéo passe à une diffusion début décembre. Je suis en plein montage de mes rushs, je regarde une vidéo YouTube tout en bossant et je vois ça. Pourrais-tu faire une vidéo sur le Listembourg? Je vois, ce serait super drôle, alors j'espère que ce délire est mort et enterré au moment où cette vidéo sort et ça m'a l'air bien parti pour, Dieu soit loué. J'espère que les gens qui regarderont cette FAQ n'auront même plus la ref. Comment voulez-vous ne pas être démoralisé après avoir entendu ça ? Surtout quand ça vient de la part de quelqu'un dont on aime bien le travail. J'ai quand même fini la vidéo. Il y a eu des gens trop choux pour me rassurer et me dire que qu'importe le sujet, mes vidéos seraient toujours intéressantes. Et puis la vidéo au final a marché assez pour être dans la moyenne des vues. La moyenne basse des vues. N'empêche, c'est quand même super décourageant de se dire qu'à moins de faire des vidéos bâclées, je n'aurai jamais le moyen d'être dans l'actualité. Contrairement aux critiques ciné ou aux jeux vidéo, personne ne va m'envoyer le même qui cartonne à l'avance. Notez que ça n'est pas particulièrement la faute de Monté de Linguisticae. D'ailleurs, je compte sur vous pour ne lui faire aucune remarque sur les réseaux sociaux. Déjà parce que ce serait du harcèlement et que vous êtes largement au-dessus de ça. D'autre part parce que si j'ai vu cet extrait, c'est parce que je regarde ce youtubeur. Et si je le regarde, c'est parce que je l'aime bien. Donc ça me ferait chier qu'ils me prennent en grippe à cause de cette histoire. Mais l'exemple est tellement révélateur de la façon dont ça fonctionne. C'est ce moment où des personnes influentes sur les réseaux sociaux, qui parce qu'ils ont vu un mème et que ça les a gonflés, se mettent très vite à publiquement le défoncer, et décréter que la blague est finie, voire bloquer les gens qui l'utilisent. Et ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Je ne compte pas le nombre de fois où PewDiePie décrétait que tel ou tel mème était cancer, 2 jours avant que je ne sorte une vidéo sur le sujet. Et donc se taper tous les fanzous du suédois qui sortent mot pour mot ces blagues dans les commentaires. Et c'est d'ailleurs une question que j'ai voulu traiter pendant des années sans jamais trouver d'angle pertinent. À quel moment un mème devient-il ringard? Qui décide de ça? Pourquoi a-t-on l'impression que tout internet est à fond sur un truc et ne peut plus du tout le voir en peinture le lendemain? Pourquoi par exemple le scénariste Neil Gaiman explique qu'il faut arrêter qu'on lui parle de Goncharov parce que la blague du film fictif ça le saoule, mais va faire un mois plus tard une vanne sur le mème de John Mastodon, le fondateur fictif de Mastodon, alors que au fond c'est la même blague. Pourquoi les journaux déclarent-ils de temps à autre que telle ou telle pratique du net est ringarde de la façon la plus arbitraire? Et d'ailleurs, en parlant des mêmes morts, pourquoi est-il de bon ton d'en parler avec l'air le plus méprisant? Et d'ailleurs, pourquoi certains mèmes qu'on avait décrétés comme morts finissent par s'insinuer en douce dans nos habitudes de vie, voire dans notre langage courant? En fait, le seul début de réponse à ce sujet que j'ai pu trouver, c'est cette chronique de Laure Apias dans la matinale décroissant il y a 4 ans. Pourquoi les mêmes internet ne restent pas? On peut les comparer à un virus qui affecte son hôte, puis mute pour sa survie. Et si on continue sur ce parallèle, quand on est infecté par un virus, notre corps développe une immunité contre le virus. Et c'est à peu près la même chose qu'il se passe pour les mêmes internet. Notre cerveau devient immunisé, d'autant plus qu'en règle générale, les mêmes ne sont pas utiles à notre survie. Et au début, j'ai souscrit à cette analyse. Puis je me suis dit, en fait, c'est un peu absurde. Parce que bon, le virus, ok, il se réplique, mais c'est quelque chose dont on cherche à se débarrasser. Il produit des effets indésirables, soit sur notre corps, soit sur notre ordinateur. Tandis qu'un élément culturel, ça n'est pas plus dangereux que ça. Au pire, ça peut être un peu agaçant. Mieux, ça arrive que quelques mois ou quelques années après avoir décrété qu'un truc vous sorte par le nez, vous soyez tolérant, voire plutôt positif avec lui. Je pense notamment aux chansons. Vous avez entendu un tube un peu partout durant toute une année, et ça vous sort vraiment par le nez. Et puis pendant 4, 5, voire 10 ans, vous ne l'entendez plus. Et puis un jour, vous le réentendez, et là, vous êtes nostalgique, et vous vous mettez à kiffer. Pour le coup, ça m'est arrivé il y a peu de temps, il y a un mois, avec la chanson Téléphone de Lady Gaga. Et pour le coup, si on garde la comparaison avec un virus, ça n'a plus vraiment de sens. Personne ne va se taper le Covid par pure nostalgie de l'année 2020. En fait, la seule réponse que j'ai pu trouver durant toutes ces années à cette question de pourquoi les mêmes lasent-ils, c'est... N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour encore plus de contenu d'analyse pertinent et de qualité. Et surtout, mettez la cloche!
Après, peut-être que j'analyse trop. Ce que beaucoup de gens voient dans un mème, c'est souvent juste une blague de forceur qu'ils espèrent voir disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue. Un petit peu comme ces gens qui ne supportent pas le football et vont le dire pendant une Coupe du Monde. Et pourtant c'est bête, parce qu'en ne s'y intéressant volontairement pas, on oublie l'origine et les raisons de la prolifération de tout un tas de marqueurs sociaux qui n'ont pas contaminé seulement Internet, mais aussi les discours, les jeux vidéo, les films, bref, la société. C'est pas mal les films ça. Peut-être que si je disais que je m'intéressais à la culture cinématographique, on me prendrait peut-être au sérieux. Ça n'aura pas échappé aux plus attentifs d'entre vous, mais mes analyses de mèmes sont faites de la même manière qu'une analyse d'œuvre. Après tout, j'ai une licence de lettres et il serait naïf de penser que plusieurs années à l'université à décortiquer des livres n'a pas impacté ma façon de voir les choses. Ce n'est pas pour rien que la minute mème était divisée en 3 parties. La partie historique était là pour rappeler que les mèmes s'inspirent d'œuvres ou de comportements qui préexistaient avant Internet, ou que des événements dans l'histoire peuvent rappeler ceux que nous vivons actuellement derrière nos écrans. Bon, la partie mème, il n'y a pas besoin de faire un dessin, c'était l'explication de l'origine du mème et de la façon dont il s'est répandu, et la partie analyse, c'était de l'étude comparée, voir s'il existe des mèmes qui ressemblent ou voir comment le mème s'inscrit dans une dynamique plus globale. D'ailleurs, une chaîne américaine avait repris la même structure pour ses analyses. Et je ne pense pas qu'ils aient entendu parler de moi, je pense surtout que c'est un plan qui fonctionne bien. Tout ça pour dire que mes analyses s'inscrivent dans un schéma de pensée construite, avec un début, un milieu et une fin. Et ça n'a pas l'air d'être évident pour tout le monde. Ainsi, dernièrement, un gars qui travaille dans la communication sur le net m'a conseillé de me lancer sur TikTok en coupant mes vidéos en tronçons d'1 minute pour en faire 30. Et je vous avoue que j'ai soupiré intérieurement. Et qu'il est peu probable que je suive son conseil. Mais c'est un petit peu ça le problème, je n'ai vraiment pas envie de changer ma façon de faire des vidéos, mais tout me dit de le faire. Depuis 3 ans, je vois que ma chaîne ne va pas bien. Les abonnements ont commencé à stagner, puis à chuter. En un an, j'ai perdu presque 1000 abonnés, et ce, quoi que je fasse. Poster une nouvelle vidéo me fait perdre des abonnés, que ce soit sur un sujet risqué ou un sujet attendu, comme les tops 2 fois par an. Ne rien faire me fait perdre des abonnés, et même les shorts, présentés comme des boosters de chaîne, m'ont fait perdre des abonnés. Alors je pourrais changer de formule, comme par exemple faire des vidéos super longues avec tous les mèmes d'un mois donné, ou faire des lives et les retransmettre sur ma chaîne. Mais c'est ce que faisait déjà la chaîne de Janonymous. Et de son propre aveu, c'était pas fantastique. C'est pour ça qu'il a arrêté de le faire. Je dis ça surtout pour répondre à une remarque qu'on me fait de temps en temps, qui est « Mais pourquoi tu vas pas sur Twitch ?» Et j'ai des tonnes de réponses à cette question, mais la principale c'est parce que c'est pas le même travail. Tous mes camarades youtubeurs étant passés sur Twitch en ont fait l'expérience. C'est un job à côté du job. Il faut se payer un set Twitch, se refaire une base d'abonnés, streamer couramment et surtout avoir des choses à dire en live. Et surtout, on oublie l'argument principal. Moi, ce que je veux faire, c'est des vidéos YouTube. Je dois quand même être un peu idiot à m'acharner à faire de l'analyse de mèmes internet sur YouTube, alors que YouTube me hurle qu'il ne faut pas que je le fasse. Si vous voulez connaître l'origine d'un mème, la seule adresse c'est Know Your Meme. C'est un site que j'utilise depuis le début pour rechercher mes infos. Ils ont des équipes et le budget pour recenser tout ce qui sort sur internet. Ils ont aussi les moyens de produire et de sortir une vidéo par jour, avec des interviews de gens qui sont à l'origine des mèmes. Mais ils ont surtout une base de données immense qui recense tout ce qui a été fait et permet aux internautes de rajouter des mèmes ainsi que des exemples et des infos sur ceux-ci au fur et à mesure. Car il faut dire que le format article, c'est le plus efficace pour parler des mèmes. C'est plus rapide à faire, on peut faire tout un tas de liens, d'exemples et surtout le mettre à jour. Et d'ailleurs, la chronique facile était à la base un blog que j'ai alimenté une fois par semaine pendant 5 ou 6 ans. Mais j'ai fini par me décourager en voyant que le plus gros article jamais lu était à 5000 visiteurs uniques, ce qui en termes de vues est ce que n'importe laquelle de mes vidéos fait quelques heures après son lancement. Entre écrire dans le vent ou parler au plus grand nombre, j'ai choisi la voie de la démagogie. Ce qui explique pourquoi, petit à petit, j'ai laissé tomber les articles de blog. Alors oui, il y a une époque assez courte dans ma vie où je pétais du feu de Dieu et je pouvais sortir une vidéo de 10 minutes chaque semaine. Il faut dire que je n'avais pas vraiment d'horaire et je pouvais décider sur un coup de tête de passer 5 jours à faire une vidéo sur Ridley dans Smash Bros en enquillant les journées de montage de 10 heures. Mais ça m'est très vite passé.
Déjà parce que je peux difficilement consacrer une semaine entière à ne faire que de la vidéo. Il y a tout le travail administratif d'auto-entrepreneur, la vie quotidienne, les rendez-vous, qu'ils soient pro ou non. Il y a aussi les moments où je prépare ma venue dans les conventions, notamment lorsque j'écris une conférence, ou lorsque je m'attelle à l'écriture d'un livre. Alors, d'un côté, oui, ça retarde la sortie des vidéos. Mais de l'autre, ça permet de me diversifier et de faire de moi quelque chose d'autre qu'un simple vidéaste. Et ça, j'aime bien. Et puis, depuis qu'elle vit avec moi, une case chiller avec ma copine s'est ajoutée à l'agenda. Et j'ai pas envie de changer ça. C'est même une des raisons pour lesquelles je ne fais que très peu de live. J'ai pas envie de me lancer dans le streaming. Si c'est pour être à la disposition des gens tout le temps, je veux avoir mes soirées pour vivre ma vie de couple, comme tout un chacun. Mais surtout, je peux difficilement quantifier le travail de préparation d'une vidéo. Pas mal de mes idées de sujets me sont venues en faisant des activités que certains considéreront comme du loisir, à commencer par les réseaux sociaux ou la lecture d'articles divers et variés. C'est par la pratique régulière des réseaux sociaux pour le loisir que je finis par m'apercevoir que les gens postent beaucoup un gif ou parlent d'un jeu sur le net ou d'une IA et que ça ferait un bon sujet pour une vidéo. Parfois ça peut venir d'autres choses, regarder un film ou une série, tenter d'apprendre un langage informatique, parler avec des gens, que sais-je. Et je me dis qu'au contraire, si je me levais le matin en me disant qu'il fallait absolument que je cherche pour la journée un sujet qui marche, je finirais par ne pas le trouver. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de choisir le sujet de ma prochaine vidéo parmi les suggestions les plus demandées. C'est arrivé très souvent qu'on me demande à corps et à cri de parler de tel ou tel sujet et que la vidéo bide complètement. C'est un biais célèbre, un sondage à la volée n'est pas représentatif de la totalité de ce que veulent les gens. Cela se remarque souvent lors des votes pour déterminer quelle série ou quel film est le plus populaire. Il arrive très souvent que les fans de telle ou telle licence bourrent les urnes pour se donner plus de poids. Et en même internet, ça se traduit souvent par une volonté de forcer sur les mêmes créés par une licence, quand bien même celle-ci n'est pas si populaire que ça. N'est-ce pas, chers fans de JoJo Bizarre Adventure, d'Undertale ou de Five Nights at Freddy's? Sans parler de ces gens qui ont fait des demandes pour que j'aborde des mèmes grossiers ou problématiques, qui flirtent bon les emmerdes avec YouTube, ou du forçage pour me faire parler d'un mème qui n'existe pas. Non, parce que je vous ai vu venir. Bon, quitte à être honnête, ces attitudes se sont un petit peu arrêtées avec le temps. Et je pense que c'est parce que mon public a vieilli. Et en fait, contrairement à ce que pensent les gens, ça me va. Si, ça me va. Vous avez déjà entendu parler de D-Fool ? Il y a 5 ans, en rentrant de convention avec mon ami Ancha et son copain, on s'est retrouvés à écouter Skyrock dans la voiture. Radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et c'est parti, 21h sur Et là, Skyrock. on est tombé sur l'émission de D-Fool. Et j'ai eu comme un flashback. Un flashback de l'époque où j'écoutais ça au lycée. C'était vraiment notre truc. On parlait chaque jour de l'émission de la veille. On faisait des blagues là-dessus. Ça se tapait dessus entre les fans de D-Fool sur Skyrock et ceux de Max sur Fun Radio. Et évidemment, on rêvait tous d'appeler les libres antennes et de passer à la radio pour vivre nos 5 minutes de gloire. D-Fool ou Max, c'était un peu nos Squeezie à nous. C'était les mecs qui avaient l'air trop sympas et dont on rêvait un petit peu secrètement d'être leurs copains lorsqu'on était au lycée. L'émission n'avait pas bougé d'un iota. Il était toujours à parler avec un langage de jeunes, à écouter les lycéens et à les vanner et commenter les frasques des derniers artistes de rap comme s'il avait toujours 20 ans. Sauf que moi qui en avais 35 et qui l'écoutais déjà à la radio quand j'en avais 13, j'ai vite fait le calcul. Il s'avère qu'en cherchant sur Wikipédia, je me suis aperçu que le mec fait quasiment de la radio depuis ma naissance. Et je me suis tout de suite dit qu'en fait, les ados qui appellent la radio pour se plaindre de leur daron, c'est peut-être les enfants des adolescents qui appelaient déjà D-Fool dans les années 90 pour se plaindre de leurs parents. Et je trouve ça un peu cringe. Il y avait un truc un peu pathétique, qui refait penser à ce fameux mème avec Steve Buscemi, qui ressort couramment dans les discussions sur internet dès que quelqu'un veut faire Jones, mais que ça ne colle pas. Ça m'avait d'ailleurs à l'époque inspiré un sketch pour un putaclic que je n'ai jamais diffusé. Coucou les copines, ici c'est Agatha54. On se retrouve pour un tuto make-up de dingue. Vous savez, des fois, quand je sors d'after à 4h du matin, j'ai une mine de déterré atroce. Alors, j'ai trouvé un petit produit qui va vous faire un bien fou. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Une goutte sur le bout de votre doigt et vous appliquez là bien sous les poches.
Voilà. Je vais vous dire, c'est vraiment le produit qui va vous sauver et vous permettre, comme moi, d'avoir l'air fraîche le matin à 7 h pour la reprise des cours. Et peut-être trouver le mec de votre life. Je suis complètement ridicule, mais bon, faut bien que j'essaie de compléter ma retraite, quoi. Il paraît que sur YouTube, il y a du pognon à se faire. Moi, je sais pas, j'essaye. Et ça me donne pas vraiment envie d'être comme ça. J'ai déjà 10, voire 20 ans de différence avec une partie de mon public, et ça me suffit bien. Si YouTube vieillit, je me dis qu'il faut que je vieillisse avec lui. Effectivement, lorsque j'ai lancé ma chronique, j'entendais ce genre de discours de la part des gens de mon âge. Ouais, tes vidéos, elles ont l'air cool, mais les mêmes, ça me branche pas trop, j'y comprends rien, je suis trop vieux pour ça. Et puis, ça l'est devenu de moins en moins, parce que les gens ont commencé à utiliser en masse les réseaux sociaux ces 10 dernières années, et ils ont utilisé la grammaire des mèmes internet, les images parodiques et les vidéos dans leur quotidien. Pour la petite histoire, fin janvier, j'avais par curiosité assisté à une réunion sur les nouveaux métiers du numérique, et je m'attendais un petit peu à être le plus vieux et à me retrouver au milieu d'une foule de jeunes codeurs fraîchement sortis d'une école de maths sup. Que nenni, le cœur d'âge, c'était des fois des gens de la trentaine, voire de la quarantaine, qui sont très à l'aise avec les réseaux sociaux et avec le code, et venus pour se renseigner et présenter les nouveaux types de métiers offerts par les transformations de la société. En vrai dire, ça a même parlé de ChatGPT et des OpenAI dès la première demi-heure. Et c'est à ce public-là que j'ai envie de parler, ainsi qu'au public que j'ai vu grandir, ceux que je croise en convention et qui me sont toujours fidèles. J'ai pas vraiment envie de partir sur une autre plateforme pour refaire à nouveau une communauté et puis entrer en concurrence avec des gens qui sont déjà implantés là-bas. Moi, ça me suffit, YouTube. J'ai passé plus de 10 ans de ma vie à faire cela. Et contrairement à pas mal de gens en disant, il y a très peu de vidéos que je regrette. Il y a des trucs où l'image est dégueu, il y a des blagues que j'assume plus, j'aime pas ma coiffure, mais dans l'ensemble, j'ai rien que j'ai envie de mettre foncièrement à la poubelle. Et puis, il y a tous les à côté. J'ai fait des conventions, tenu des conférences, reçu des invitations de gens que j'aimais beaucoup, j'ai interviewé des gens et donné des interviews, j'ai fait des collaborations avec des copains, avec des youtubeurs dont j'aimais le travail, et j'ai kiffé ça, j'ai adoré qu'il participe un peu à mon univers. Et dans tous les cas, Mad Dog, j'espère qu'on se revoit bientôt. J'ai croisé aussi beaucoup de gens en convention qui m'ont dit le plus grand bien de mon taf. Et ça fait vraiment du bien d'avoir des gens qui vous disent qu'ils suivent votre travail avec intérêt et souhaitent que vous continuez. Et d'ailleurs, big up aux personnes qui m'écoutent avant d'aller dormir. Ce qui m'a toujours paru complètement timbré, vu que j'ai un timbre de voix qui porte. Je parle fort et on m'a souvent considéré comme quelqu'un qui empêchait les autres de dormir, justement. Alors qu'on s'entende bien. Le fait que je n'ai pas envie de changer de format YouTube n'implique pas que je ne veuille pas faire de changement. Une des idées de base pour la vidéo spéciale 100, c'était de revenir dans l'appartement de ma grand-mère, celui où j'avais tourné la toute première chronique facile. Et ce décor-là, est-ce que vous le reconnaissez ? Non, peut-être probablement pas, mais il s'agissait du décor de la première ainsi que de la 10e chronique facile. C'était une façon de rendre hommage une dernière fois à ce lieu, ma grand-mère étant décédée au cours de l'année 2022, il était possible que sa maison soit vendue. Sauf qu'arrivé sur place, la carte SD ne fonctionnait plus. On était dimanche, on avait fait 2 heures de route pour venir, impossible de trouver un plan B, mis à part faire des images au téléphone portable, ce qui était vraiment pas terrible. Bon, en fait, j'ai profité d'être chez ma grand-mère pour tourner des images pour la chronique facile sur les creepypastas, donc l'hommage est quand même rendu d'une certaine manière. Et j'ai vu ça comme un signe. À l'époque où j'avais commencé la chronique facile, il m'arrivait très souvent de partir à droite et à gauche pour faire des courts-métrages, d'où l'idée de profiter des lieux très différents dans lesquels j'allais voyager afin de faire des vidéos, d'où cette règle que je m'étais imposée de ne jamais me retrouver 2 fois de suite au même plan sur 2 plans successifs. Sauf que j'ai eu moins l'occasion de partir en tournage, et très vite cette idée s'est transformée en une contrainte chiante qui m'obligeait à passer certains après-midi dans les parcs de la ville, dans les forêts ou ailleurs afin d'obtenir les plans souhaités. Quand je pense à tout ce temps perdu dehors, à me filmer et guetter si un passant n'allait pas me casser les pieds, ou si une voiture n'allait pas faire du boucan, ou si le vent n'était pas trop fort et emportait mon script. On va revenir 10 ans
en arrière et parler des mêmes marquants. Il m'est arrivé parfois de passer une après-midi pour obtenir à peine 2 minutes d'image à l'écran, alors qu'au final, j'aurais très bien pu tourner tout ça dans mon appartement. Ça aurait donné le même résultat, tout le monde s'en fiche de savoir s'il y a un arbre derrière moi ou pas, ça n'apporte pas grand chose. Et cette histoire de carte SD, j'ai vu ça comme le signe qu'il fallait que j'arrête ce manège ridicule. Il faut que je change un peu ma manière de faire, à commencer par arrêter ce gimmick qui n'intéresse que moi. Donc oui, je vais changer ma ligne éditoriale qui ne sera plus la même qu'il y a 10 ans. Parce que ça fait déjà un petit moment qu'en fait, ce changement, il est amorcé. Cela fait un petit moment que les vidéos de la Minute Mème et de la Chronique Facile ne traitent plus exclusivement des mèmes, mais de ce qu'on appelle la culture web. Lorsque je parle des chaînes de Lofi Hip-Hop, du harcèlement en ligne, des jeux de type Wordle, au final, la partie mème internet est de plus en plus réduite. Et c'est ce vers quoi je vais me tourner. Parler de comment internet génère une forme de culture. Voire même si l'envie me prend de parler du thème de la culture en règle générale, car je ne passe pas que mon temps sur les réseaux sociaux, comme tout à chacun, je regarde des animés, je mate des films, je joue à des jeux vidéo, et j'ai moi aussi un avis sur ces univers-là, et sur la façon dont ils façonnent notre société. Mais ça tombe bien, une vidéo de Bullshit Geek et de Mr. Fox m'a mâché le travail d'explication que je suis en train de vous faire. Dans celle-ci, ils expliquaient la différence qu'il y avait, selon eux, entre les vidéos dites de flux, celles qui sont faites pour alimenter une chaîne en continu, et les vidéos de catalogue, celles qui sont plus travaillées, plus longues et sur lesquelles les gens reviennent des années après. Et c'est typiquement ce que je cherche à vous expliquer. Je veux aller d'une chaîne de flux, vous parlant du dernier mème à la mode, à une chaîne de catalogue dans laquelle je ferai un travail de réflexion, d'analyse de la culture web et geek dans sa globalité. Bienvenue donc sur cette chaîne qui parlera dorénavant de culture internet et geek. Ce qu'elle faisait déjà en fait. À la fin de la dernière vidéo, j'ai lancé un ballon d'essai avant ce changement en vous demandant de soutenir la chaîne. L'idée c'était de voir si malgré la stagnation de mon nombre d'abonnés, si j'avais une fanbase assez solide pour que la chaîne puisse me fournir un salaire à mi-temps. Après tout, si des gens aiment mon contenu, qu'ils sont prêts à payer pour que je continue et que ça leur plaît, quelle importance si mes vidéos font 10 000, 5 000 ou 100 vues, voire même une seule vue. Mettons que j'ai qu'un seul spectateur, mais que celui-ci soit super vénère et super fan de mon travail et qu'il me file un salaire complet, bah au final, j'aurais aucun souci à faire des vidéos uniquement pour lui. Et vous avez été très nombreux à me donner votre soutien par des dons, mais aussi par de très nombreux messages adorables qui m'ont remonté le moral dans cette période où je doute beaucoup de ce que je faisais. Et ça m'a bien reboosté. Parce que je me suis dit que si j'avais plus à courir après l'audience, ça allait me libérer. Je vais arrêter de faire des miniatures plus ou moins mensongères dans le but d'appâter le chaland, de faire la course au partenariat, et surtout de me miner le moral parce que le sujet de telle ou telle vidéo pourrait passer de mode d'une heure à l'autre. Et là, ça me libère du temps pour traiter des sujets de fond. Et des sujets de fond, j'en ai déjà. J'ai déjà teasé dans ma dernière vidéo que j'avais grave envie de traiter comment les intelligences artificielles vont changer notre rapport à internet, voire notre façon de faire des mèmes. Mais j'ai plein de sujets en stock. Comment les mangas ont-ils gagné la bataille de la popularité sur le net? Comment le Tchad a-t-il évolué d'une forme ridicule à une espèce de modèle de vie? Pourquoi les mèmes s'adaptent-ils particulièrement bien aux slogans des manifestations? Pourquoi les conventions de geeks sont-elles aussi un espace d'expression pour ces visiteurs? Et pourquoi les borzoïs fascinent autant les gens? Croyez-moi, vu le nombre d'idées que j'ai en stock, on a de quoi faire une bonne fournée de 100 nouvelles vidéos. Désolé de t'interrompre, mais ton histoire de centième, elle tient pas vraiment debout. Ah bon, mon très cher Mr. Flèche de l'émission Reset System, dont la dernière vidéo portait sur la numérotation des jeux vidéo? Et pourquoi ça? Si tes 2 émissions étaient au numéro 49, ça signifie que t'as fait 98 vidéos sur les mêmes. Donc celle-ci est la 99e, pas la 100e. Ah merde, c'est con ça! Non, en fait je blague, j'avais prévu le coup. J'avoue, je vous ai un peu menti en début de chronique. En fait, la 50e vidéo de la chronique facile, c'est celle de début janvier sur le top 22 des mèmes de 2022. Il y a donc 50 chroniques faciles, plus 49 minutes mèmes, plus cette vidéo spéciale. Ça fait 100, le compte est bon. En vrai, si on compte les minutes mèmes parodiques, les shorts, la chronique facile créée dans un monde parallèle, les caméos dans les vidéos d'autres personnes, et les enregistrements vidéo de mes conférences, j'en suis largement à plus de 100 vidéos sur les mèmes internet. D'ailleurs, si vous les regardez, les playlists de la Minute Mème et de la Chronique Facile sont déjà à plus de 50 vidéos chacune. Mais à un moment, tout a une fin. C'est donc la fin de la Minute Mème et de la Chronique Facile. Enfin,
Pas vraiment pour la chronique facile, cette dernière n'est pas tout à fait morte. Oui, parce que j'aime bien faire les tops de l'année passée, ainsi que les tops sur les mêmes qui ont 10 ans, une fois tous les 6 mois. Et je sais que vous kiffez ça aussi. Du coup, je ressusciterai la chronique facile 2 fois par an, à cette occasion. Allez, on ferme. C'est une nouvelle ère pour la chaîne qui commence, mais elle ne peut pas débuter sans votre soutien. En effet, j'ai décidé de m'en remettre aux abonnements pour financer la chaîne et j'avais estimé qu'il fallait 450 € par mois pour au moins rester à flot. Bonne nouvelle, c'est quasiment financé. Comme je l'ai dit plus haut, vous avez été nombreux à montrer votre soutien, à la fois par des messages très adorables, mais aussi par du soutien financier. Du coup, la chaîne gagne actuellement 380 € par mois, ce qui correspond à 80% de la somme demandée. Alors c'est super encourageant, mais on n'est toujours pas à 100% du goal final non plus. Donc si vous voulez mettre la main à la pâte, c'est maintenant. J'avais dit que je ferais le bilan fin mars, du coup début avril, on verra ce qu'il en est. Sinon, je serai en convention dans le Jura à Lons-le-Saunier les 10 et 11 mars pour la convention Geek Legends, avec toujours Tanita Ferrer, la dessinatrice de mes derniers livres, qui fait de très jolis badges Evoli. Pour le coup, c'est une convention qui devait se faire depuis 2020 et qui a été repoussée d'année en année parce qu'elle était programmée pile pendant les vagues de Covid. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir pour les soutenir parce qu'ils font enfin cette convention et pour discuter avec moi, acheter mes goodies si vous le voulez et regarder la petite conférence que j'y tiendrai. Bon, sur ce, je vais me mettre au boulot pour la fameuse vidéo sur les intelligences artificielles. D'ici là, portez-vous bien.